Journal d'un Syrien parti à la rencontre d'Israël. C'est un blog tenu par Alexandre Rifaï, écrivain franco-syrien qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, notamment sur les réseaux sociaux où il est suivi par plus d'une dizaine de milliers de personnes tout de même. J'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui m'étaient désignés comme éternels ennemis, adopter leur point de vue, apprendre leur version de l'histoire et se l'approprier. C'est ce qu'Alexandre écrit donc sur son blog et il est avec nous en direct sur Radio J ce matin. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de ces voix de la diaspora syrienne qu'on a besoin d'entendre pour comprendre et surtout continuer à garder espoir d'une paix possible entre les peuples, entre Israël et la Syrie notamment. Alors justement, pour mieux vous connaître, vous avez vécu, Alexandre, il me semble, en Syrie. Qu'est-ce qui vous a guidé vers la découverte d'Israël et du peuple juif ? C'est tout un enchaînement, tout un cheminement long et compliqué, hein, c'est quelque part, c'est une décision que j'ai prise à un moment de ma vie, comme vous l'avez dit en entrée d'émission, c'est d'aller à la rencontre de cet ennemi qu'on m'a désigné. En fait, c'est un cheminement qui a commencé en Syrie avec, on va dire, beaucoup de péripéties, beaucoup de déclics, beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension de ce conflit quand j'étais enfant en Syrie, adolescent. Je ne comprenais pas cette haine et je ne comprenais surtout pas cette union sacrée entre communistes, entre socialistes syriens, c'est-à-dire c'est le régime d'Assad, hein, le régime bassiste, et les islamistes. Vous avez trois donc forces complètement antagonistes quelque part, qui avaient une seule haine, qui est la haine d'Israël et la haine du juif. Et moi, quand on m'amenait dans les manifestations, justement sur la même place qu'on voit maintenant aujourd'hui à la télé, la place de la télévision syrienne publique où il y a eu la reprise des rebelles, eh ben on scandait mort à Israël, mort à l'Amérique, etc. Et donc moi j'avais beaucoup de doutes, ça veut pas dire que j'étais déjà pro-israélien, non pas du tout, mais je ne comprenais pas cette haine. Et puis moi je me rappelle à 14 ans, je suis tombé par hasard sur une radio israélienne brouillée et c'était très tard dans la soirée. Parce que vous savez, à l'époque, les radios, c'était pas comme aujourd'hui, hein. C'était pas un accès libre, Oui. voilà. Et j'étais très intrigué par cette langue, qui était la langue de mon ennemi, et je comprenais pas. Et j'avais peur de dire à mes proches que j'ai écouté la radio israélienne, parce que c'était quelque chose de très secret. J'ai continué à écouter et ça m'intriguait, ça me fascinait en même temps et ça me révoltait contre moi-même. Donc, et voilà. Et le déclic final, c'est vraiment qui m'a poussé à m'interroger davantage, c'est l'injustice, parce que à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, j'ai découvert que mon camarade de classe, qui était à côté de moi, qui était beaucoup meilleur que moi à l'école, ne pouvait pas faire les mêmes études que moi, et il ne pouvait pas prétendre à la bourse pour venir en France comme moi parce qu'il était juif et il était caché. En fait, il ne disait pas qu'il était juif, personne ne savait qu'il était juif. Nous l'avons su à la sortie, au résultat de bac, et moi ça m'a révolté cette injustice. Et pour terminer, c'est pas pour autant que j'étais, voilà, allé le voir, comprendre. Non, je l'ai rejeté, j'ai fui, je voulais pas le contacter. J'avais peur que ma bourse soit compromise. Et cette lâcheté et cette injustice à la fois m'ont toujours habité quand je suis arrivé en France et Mais ça m'a aidé à faire mon cheminement. Mais en tout cas, vous vous êtes bien rattrapé depuis, Alexandre. Alors pour parler de la situation actuelle, vous avez indiqué que votre neveu avait été enfermé à la prison de Sednaya. On a vu ces images terribles d'abattoirs humains, d'enfants qui découvraient la lumière du jour après des années de détention notamment. Sednaya, véritable structure de la mort construite par le régime de Bachar el-Assad. Que représente la chute du dictateur syrien pour vous ? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez de la famille encore en Syrie aujourd'hui ?
Alors, ça représente pour moi, comme beaucoup de Syriens, une libération, une joie, j'allais dire, incrédulité, c'est-à-dire on n'arrive pas encore à croire, vous savez, c'est quelque chose de vraiment d'inattendu. Donc ça représente une libération, ça représente pourtant, malgré tout, une interrogation, une inquiétude aujourd'hui pour la suite de la Syrie. Dès le premier jour, j'ai dit que je suis très très heureux de la chute de Bachar el-Assad, mais je suis très inquiet de la suite dans le sens où je ne veux pas remplacer un dictateur bassiste, sanglant, par un régime islamiste. Donc voilà. Hmm. Oui, bien sûr, il y a de la famille en Syrie et les gens, voilà, je fais partie de ceux qui sont en fait entre deux, c'est-à-dire ma mère est d'une famille alaouite et mon père est d'une famille sunnite. Et donc à la fois, malheureusement, cette séparation, on voit aussi dans les réactions, c'est-à-dire dans la partie sunnite, on se réjouit beaucoup plus que dans la partie alaouite, qui est inquiète aujourd'hui de la suite des événements. Bien sûr. Alors vous avez par ailleurs interpellé sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron, Alexandre, puisque vous êtes très actif sur Twitter notamment, après la demande de la France à Israël de se retirer de la Syrie. Vous avez écrit « Au contraire, les Syriens applaudissent ». Quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui à la France et au Quai d'Orsay qui exige d'Israël justement qu'elle se retire de la Syrie ? Je dirais, le message que j'aimerais passer, c'est ne pas, nous l'avons vu pour le Liban, c'est toujours des prises de position. On a l'impression que c'est des prises de position déconnectées de la réalité. Comme au Liban, il y a beaucoup de Libanais qui souhaitent et qui souhaitaient, il y a quelques semaines, on les a entendus beaucoup sur les réseaux sociaux, la chute le départ, l'anéantissement surtout de Hezbollah. Et nous avons un président de la République qui ne prononce même pas, le nom de Hezbollah. Et donc c'est très très problématique. Tout à fait, et on l'a vu. Alors je ne sais pas si vous pouvez confirmer ces informations, Alexandre. Les résidents de villages druzes au sud de la Syrie ont annoncé qu'ils voulaient vivre sous les règles israéliennes et ont demandé à Tzal de ne pas quitter leur village et de les laisser aux mains des islamistes. Vous pouvez corroborer ces Oui, informations ? oui, il y a des vidéos qui circulent là-dessus. Il y a même aussi des responsables druzes qui l'ont dit, même il y a plusieurs jours, ils l'ont dit, nous voulons pas d'islamistes dans cette partie de la Syrie, et si jamais les islamistes arrivent dans cette région, nous préférons d'être sous contrôle israélien. Ils ont même demandé à Israël de bombarder en fait les productions islamistes qui viendraient dans le sud de la Syrie. Et bien sûr, il y a une inquiétude parce que les islamistes aujourd'hui se sont emparés du pouvoir et de manière unilatérale. Ils n'ont pas invité les autres partis composantes des oppositions à participer à cette période de transition. Et c'est très inquiétant. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Rifai, d'avoir témoigné ce matin sur Radio J. Merci. Merci à vous de me recevoir. Merci infiniment, et vous allez sortir bientôt votre livre. On aura l'occasion de vous recevoir, Un Syrien en Israël. À très bientôt. Merci. Tout à fait. Merci, au revoir. Bonjour à tous.